Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers où l'on parle de sommeil, de nutrition, de santé physique et de santé mentale et comment améliorer ses habitudes pour être en meilleure santé basée sur la science et l'expérience. Je suis Baptiste Tasson et je suis un étudiant pour la vie qui partage les choses que j'apprends concernant la santé pour en faire bénéficier le plus grand nombre gratuitement et rapidement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du sommeil et comment l'optimiser pour améliorer sa santé au quotidien dans une série donc de 2 épisodes. Le deuxième épisode étant celui-ci. Si vous n'avez pas vu le premier, il a le même nom, il est noté 1 sur 2, il est sorti il y a quelques semaines sur la chaîne. Pour le dernier épisode justement, on s'était quitté sur 5 choses que vous pouviez faire dès aujourd'hui, dès euh, la fin de votre écoute du podcast pour optimiser votre sommeil. Eh bien, pour ce deuxième et dernier épisode, nous allons donc aborder en premier lieu la nourriture et le sommeil, euh, parce que il y a évidemment un lien entre tous les piliers de la santé, ça vous le savez. Et donc, eh bien, la nourriture peut avoir potentiellement un impact sur le sommeil. C'est ce qu'on va voir donc tout de suite. Le premier point, c'est que, eh bien, contrairement à la doxa, disant qu'il faut finir de manger son dernier repas 3 à 4 heures avant son heure de coucher, des études ont montré qu'il semble que pour bon nombre de personnes, finir leur dernier repas de la journée 1h30 ou 2 heures avant leur heure de coucher n'avait pas d'impact significatif sur la qualité de leur sommeil. En revanche, si quand vous finissez à une heure très proche de votre heure de coucher, c'est-à-dire 45 minutes avant ou moins, là, il commence à y avoir des effets négatifs sur la qualité de votre nuit. Je tiens bien sûr à vous dire, parce que j'ai dit que c'était la doxa, et c'est aussi ce que j'ai pu répéter dans peut-être dans plusieurs épisodes du podcast, dans plusieurs shorts, dans plusieurs vidéos que j'ai pu faire, peut-être en endurance. Mon expérience personnelle avec la nutrition et le sommeil et comment ça l'affecte, eh bien, c'est tout simplement que si je finissais de manger oui, si je finissais de manger mon repas, moins de 4 heures avant mon heure de coucher, inévitablement la nuit suivante, il y avait une probabilité de 100 de chance, à part si j'étais vraiment très fatigué, que je me lève dans la nuit pour aller aux toilettes. Alors pour certaines personnes, ça n'est pas gênant de se lever en plein milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Moi, ça me gênait pas particulièrement, mais je me suis quand même rendu compte que bah, en fait, ça me faisait perdre du temps de sommeil puisque, je me réveillais, j'allais aux toilettes, potentiellement déjà je tournais quelques minutes dans le lit avant d'aller aux toilettes, puis je me décide d'y aller, puis je reviens dans mon lit et là je tourne pendant quelques minutes et des fois on peut passer 20-30 minutes avant de se rendormir et donc on perd en fait, du temps de sommeil. En tout cas pour ma part c'est ce que j'ai, expérimenté. Après, encore une fois là, pour le coup, vu les informations que je viens de vous donner, si vous avez tendance à manger, assez proche de votre heure de coucher, c'est-à-dire entre, on va dire 1h30 et 2 heures avant, ben, en fait, c'est juste à vous de tester. Vous testez, enfin voilà, vous regardez, la qualité de votre nuit, en ressenti et puis si vous avez des appareils aussi pour pouvoir mesurer la qualité de votre sommeil. Vous testez à entre manger entre 1h30 et 2 heures avant votre heure de coucher, puis, vous testez en reculant d'1 heure, puis peut-être de 2 heures, de 3 heures. Vous voyez? Voilà, personnellement, avec la conclusion, donc que, manger trop tard, finir de manger trop tard, me gênait et m'obligeait à me lever la nuit et à perdre du temps de sommeil. J'ai donc expérimenté, pour en arriver à la conclusion qu'il fallait, comme je me couche à 21 heures, il faut que je finisse, automatiquement mon dernier repas de la journée avant 17 heures, donc 4 heures avant, un peu plus de 4 heures avant. J'en suis venu à cette conclusion-là et
pour plus de simplicité, eh bien, j'ai décidé de prendre mon dernier repas de la journée, le midi bien sûr. Je n'exclus pas la possibilité des fois de prendre des petits déjeuners, voilà, de manger un peu de fromage, des œufs, peut-être même de temps en temps de la viande, ça je le fais pas trop, le matin, surtout des œufs et du fromage. Et puis ensuite un gros repas le midi, qui nous tiendra jusqu'au au lendemain. Donc ça, c'est, personnellement ce que je fais et effectivement, en faisant de cette manière-là, j'ai aucun problème, à m'endormir, par rapport à la faim. C'est-à-dire que quand je vais me coucher, j'ai pas faim, j'ai pas le ventre qui gargouille et je suis pas, en train de penser, constamment à la nourriture. Ça, c'est en partie dû au fait que je suive un régime, cétogène et que donc, je ne sois pas, addict au sucre et que mon corps n'ait pas, des gros crashs, de niveau de sucre dans le sang. Ce qui peut être le cas si vous consommez, des glucides dans votre régime alimentaire, hein. Vous allez pas forcément, avoir, la possibilité de vous arrêter de manger à midi, et puis, de vous endormir le soir, tranquillou bilette, sans aucun problème puisque vous aurez peut-être une grosse faim, générée à cause de, ces chutes justement de niveau de sucre dans le sang qui font croire, enfin qui sont induites par la prise, massive de glucides et qui, donc font croire à votre cerveau que, le corps est affamé et c'est pour ça qu'il vous envoie plein de ghrelin, hein, l'hormone de la faim pour vous signaler que, vous avez faim et qu'il faut manger, ce qui est pas forcément le cas. Mais bref, en tout cas, même si c'est pas forcément le cas, ça peut vous empêcher de vous endormir. Donc il faut tester pour vous, voir ce qui marche le mieux, évidemment, pour vous. Hem Bien sûr, là, moi je reste sur ce plan-là, mais je n'exclus pas la possibilité de pouvoir rajouter des repas et peut-être même à terme d'avoir 3 repas dans la journée, mais juste, mon dernier repas, il se finira, très certainement avant 17 heures. Mais encore une fois, voilà, c'est entièrement personnel, il faut faire les tests, hein, comme très souvent. Il faut tester puisque c'est jamais, ce ne sont jamais des choses, c'est pas des comme des vêtements taille unique qui iraient à tout le monde. Ce sont des choses qui sont assez individuelles, qui dépendent de vos besoins, de votre environnement, de votre rythme de vie et comme nous n'avons pas tous, eh bien les mêmes, environnements, rythmes de vie et cetera, chacun doit tester ce qui marche pour, lui-même. Un autre point, c'est concernant le contenu donc de vos, repas comme je viens d'en parler. Les études montrent que si vous mangez des repas riches en sucre, et pauvres en protéines, votre sommeil sera de mauvaise qualité, notamment car le sucre risque de faire augmenter votre température corporelle. Donc ça, c'est un des autres problèmes qui peut être généré par la consommation de sucre ou de glucides. Et enfin, pour certaines personnes, les glucides, hein, comme les pâtes, le riz, les patates douces, peuvent les aider à s'endormir plus vite et à mieux dormir. Mais concrètement, il n'y a pas assez de données pour le moment, pour vraiment recommander un repas idéal pour optimiser votre sommeil. On en revient au fait que vous avez le contrôle et que vous êtes en mesure de tester ce qui marche le mieux, pour vous, pour optimiser votre sommeil. Hem Maintenant, j'aimerais bien, vous dire de faire attention à quelque chose, car nous avons discuté, de nombreuses choses que vous pouvez mettre en place afin d'optimiser votre sommeil, notamment dans le premier épisode et on va continuer dans cet épisode et vous pouvez bien sûr tester toutes ces choses. En revanche, si cela ne semble pas fonctionner, c'est peut-être que vous souffrez de troubles du sommeil. Ça peut être de l'apnée du sommeil, ça peut être des ronflements, ça peut être des insomnies, et dans ce cas, eh bien, il vaut mieux aller consulter un médecin avant toute chose, bien sûr, pour régler ce trouble, avant de pouvoir, eh bien, travailler sur l'optimisation de votre sommeil. Le point suivant, c'est un point que j'ai abordé, assez je sais pas si c'est sorti, c'est peut-être pas sorti encore, mais en tout cas, c'est un point qui a été, abordé dans une vidéo musculation, mais je ne saurais vous dire si elle est sortie ou pas à l'heure où sort cet épisode.
Bref, c'est si vous avez passé une mauvaise nuit, eh bien, la chose clé, c'est de ne rien faire pour y remédier le jour suivant. Il y a 4 choses que vous ne devez surtout pas faire pour, eh bien, si vous passez une mauvaise nuit et on va expliquer pourquoi après. La première, c'est n'essayez pas de dormir plus loin que votre alarme habituelle. Le deuxième, c'est n'essayez pas de vous coucher plus tôt. Le troisième point, c'est n'augmentez pas votre prise de caféine par rapport à un jour normal. Et le quatrième et dernier point, c'est ne faites pas de sieste dans la journée. Pourquoi ça? Eh bien, pour le premier point, c'est parce que vous allez dérégler votre horloge interne et la décaler. Et par conséquent, lorsqu'il sera temps de vous coucher à votre heure habituelle, vous n'aurez pas sommeil, impliquant donc une nouvelle mauvaise nuit. Et donc, ça peut vous entraîner, bien sûr, dans un cercle vicieux de mauvaise nuit sur mauvaise nuit. Et sur le long terme, vous le savez très bien, mal dormir, c'est mauvais pour votre santé physique, pour votre santé mentale. Le deuxième point, c'était de ne pas se coucher plus tôt, car eh bien, le risque, c'est que vous restiez éveillé durant toute la durée en plus que vous aurez ajouté, réveillant le petit monstre de l'association entre votre lit et l'éveil. En outre, résistez à l'envie d'aller vous coucher 1 heure ou 2 heures plus tôt que d'habitude, même si vous êtes fatigué, et retournez vous coucher du mieux que possible à votre horaire habituel. Voilà, on rappelle que idéalement, il faut avoir une régularité et se coucher toujours aux mêmes horaires, même si on a passé une mauvaise nuit, comme se lever toujours aux mêmes horaires, même si on a passé une mauvaise nuit, avec une fourchette de plus ou moins 30 minutes sur les heures de coucher et les heures de lever. Pour ce qui est de la caféine, eh bien, c'est assez évident de pourquoi il ne faut pas augmenter votre prise de caféine par rapport à un jour normal, hein, parce que, encore une fois, la caféine, elle risque déjà elle risque de vous perturber, notamment pendant votre phase d'endormissement, hein, étant donné qu'il restera potentiellement de la caféine dans votre corps qui va bloquer l'adénosine, qui est donc l'hormone une des hormones qui vous permet de vous endormir. Au plus vous avez des taux d'adénosine élevés, au plus vous allez ressentir une sorte de pression du sommeil, quelque chose qui va vous dire: «Waouh, je suis fatigué». C'est au plus vous allez bâiller, au plus vous allez sentir que vous êtes, fatigué. Sauf qu'avec la caféine, eh bien, la caféine se met sur les récepteurs, normalement qui sont occupés par l'adénosine et donc ça fait que ça enlève un peu cette, pression du sommeil et que ça peut vous empêcher, encore une fois, de dormir. Et enfin, pourquoi, il ne faut pas, essayer de compenser une mauvaise nuit avec une sieste? Tout simplement car cette sieste, elle va là encore dérégler vos niveaux d'hormones qui vous permettent de vous sentir endormi. Donc vous avez beaucoup plus de chances, soit d'avoir beaucoup de mal à vous endormir, soit d'avoir beaucoup de mal à vous rendormir si vous vous, réveillez dans la nuit. Donc pas de sieste dans la journée, pour compenser une mauvaise nuit. Il me semble que c'est dans cet épisode que nous allons parler, des siestes, si c'est pas déjà fait, parce que les siestes sont quand même potentiellement un outil très, très intéressant, mais pas pour compenser une mauvaise nuit de sommeil. J'ai bien conscience que c'est très dur lorsque, le réveil sonne après une mauvaise nuit, c'est très dur de se lever comme d'habitude à l'heure habituelle, mais rester dans le lit est un gain sur le court terme, mais une perte conséquente sur le long terme à cause, bien sûr, du cercle vicieux dans lequel vous allez, entrer. Donc même si c'est compliqué, il faut se lever, toujours aux mêmes horaires. Il faut se forcer à se lever et se coucher, la plupart du temps, la plupart des jours, aux mêmes horaires. Il existe aussi, une thérapie que vous pouvez faire, sous la supervision d'un professionnel bien sûr, si vous êtes insomniaque et cette thérapie, elle s'appelle la restriction de sommeil.
Le but de cette thérapie, c'est de forcer votre corps à être efficace quand il entre dans une phase de sommeil, afin que vous puissiez passer de meilleures nuits dans le futur. C'est un peu comme si on vous mettait, dehors de la salle de musculation au bout de 40 minutes de séance, alors que vous aviez l'habitude de faire des séances de, 1 heure, on va dire. Vous allez donc devoir être plus efficace au fil du temps pour pouvoir faire votre séance en 40 minutes et c'est le même principe, pour, cette thérapie, mais ici, c'est pour votre sommeil. Donc concrètement, il me semble que ce qui est fait lors de cette thérapie, c'est que dans les premiers jours, on va, en fait, le professionnel va faire en sorte que vous ne dormiez, que, par exemple, 4 ou 5 heures par nuit afin de créer une sorte de dette de sommeil dans votre corps et que au bout de quelques jours, votre cerveau, et votre corps, ils disent: «OK, c'est bon, on va s'endormir. Il y en a marre de faire des insomnies, on a besoin de sommeil là, il faut dormir» et au fur et à mesure de la thérapie, il me semble que donc vous allez, rester quand même sur 5 heures et puis, donc on va regarder votre efficacité pour réapprendre votre corps à bien dormir et cetera et puis ensuite on augmentera votre temps de sommeil, parce que bien sûr 5 heures, de sommeil par nuit, c'est pas une solution durable. Mais sur le court terme, ça marche très bien et donc ensuite on vous, permet de dormir un peu plus, au fil du temps et normalement, ben, c'est une stratégie, c'est une thérapie, qui marche assez bien, pour, lutter justement contre les insomnies, mais bien sûr, c'est à faire sous la supervision d'un professionnel. Je n'en suis pas un, encore une fois. Je fais ce podcast pour vous donner les informations gratuitement, pour que vous puissiez potentiellement changer votre vie, potentiellement, améliorer, votre condition, physique, mentale, améliorer votre sommeil et cetera. Mais encore une fois, je ne suis pas, un médecin, je ne suis pas votre médecin. Vous testez pour vous-même. Une chose qui est importante, c'est de ralentir et de faire une activité qui vous relaxe dans la dernière heure avant de vous coucher pour favoriser votre endormissement. Le sommeil, c'est comme quand on arrive à un feu rouge, vous allez ralentir progressivement jusqu'à l'arrêt complet en appuyant sur la pédale. Vous n'allez pas piler au dernier moment et souhaiter que ça passe. Donc, on se relaxe dans la dernière heure. Peut-être que pour certains, vous allez avoir besoin d'une heure et demie. Peut-être que certains s'en tireront avec 30 minutes, encore une fois. C'est à vous de tester. De plus, tout appareil pouvant vous donner l'heure dans votre chambre, pour la, simple donc tout appareil pouvant vous donner l'heure dans votre, chambre doit être, enlevé pour la simple et bonne, pour la simple et bonne raison que savoir l'heure qu'il est, ne peut et ne va que rendre les choses pires et cela peut créer en plus un déclencheur d'anxiété en vous. Oui, cela veut dire qu'il faut que vous mettiez votre téléphone, dans une autre pièce, car le gros problème, c'est que la plupart des gens regardent, leurs messages et les réseaux sociaux dès qu'ils se réveillent, ce qui provoque de l'anxiété et du stress chez eux. Ce qui évidemment n'est pas bon. En plus de, quand les gens se réveillent dans la nuit, ils regardent leur téléphone pour savoir quelle heure il est et ça aussi, ça peut donc créer de l'anxiété parce que vous vous réveillez à 3 heures du matin, vous devez vous lever à 6h30 et puis vous dites: «Oh, il me reste plus que 3 heures à dormir, il faut absolument que je dorme parce que demain j'ai cette chose importante à faire» et puis au final, vous passez les 3 dernières heures à ruminer dans votre lit et vous dormez pas. Donc, il faut bannir tout moyen de savoir l'heure dans votre chambre. Si vous avez une volonté assez forte, pour garder votre téléphone afin d'avoir, un réveil, enfin, pour que votre téléphone puisse vous réveiller en mettant une sonnerie, ben, déjà le téléphone, vous mettez l'écran face contre, la table de nuit ou le sol ou ce que vous voulez et puis, voilà, il faut quand même avoir une bonne volonté, une bonne discipline à ne surtout pas
retourner ce téléphone et à regarder l'heure. Même si vous êtes en train de tourner dans le lit, et cetera, vous faites en sorte de ne pas savoir l'heure parce que ça risque de créer une anxiété, et de vous faire passer une mauvaise nuit. On va parler maintenant de 4 outils, qui permettent d'optimiser de manière avancée votre sommeil. Là, c'est juste à titre d'information parce que je pense que très peu de personnes, hein, moi-même, ça va être, enfin, c'est compliqué d'avoir ce genre d'outils-là. Voilà, c'est juste, pour notre culture, pour savoir que ça existe. La plupart du temps utilisé donc dans des labos et pour faire des expériences. Et peut-être que c'est utilisé par, des gens qui ont, je sais pas, qui ont des moyens et qui ont, très envie, d'optimiser très, très, très fort leur sommeil ou des athlètes. Donc il y a 4 outils qui vous permettent d'optimiser de manière avancée, 4 outils avancés donc. Le premier, c'est la manipulation électrique, tout simplement parce que le langage principal du cerveau, c'est l'électricité. Donc, si nous voulons manipuler le cerveau, pourquoi ne pas utiliser son langage de prédilection au final? Plusieurs études ont été menées, donnant des résultats encourageants sur l'amélioration de la qualité du sommeil d'une personne dont on stimule électriquement le cerveau pendant la nuit. Mais il n'y a pas encore, à l'heure où sort ce podcast, de produits commerciaux qui sont accessibles, au grand public, en tout cas qui soient fiables et sécurisés dans ce domaine. Il va encore falloir attendre, quelques mois ou, quelques années, de manière plus réaliste, bien sûr. Le deuxième outil, c'est, la manipulation thermique. On sait déjà que la température a un impact majeur sur notre sommeil, que nous avons besoin de nous réchauffer pour pouvoir refroidir pour nous endormir. Nous avons besoin de rester frais pour rester endormis. Nous avons besoin de nous réchauffer pour nous réveiller. Naturellement, lorsqu'on s'allonge, le sang se rend rapidement dans 3 zones du corps, capables de le refroidir le plus rapidement possible. Nos mains, nos pieds et notre tête. Notre corps fait ça en envoyant donc le sang à la surface de notre peau dans ces zones, afin de libérer la chaleur du noyau de notre corps et par conséquent, la surface extérieure de nos mains, de nos pieds et de notre tête, doivent se réchauffer pour permettre à notre noyau de se refroidir pour qu'on puisse s'endormir. Donc c'est pour ça que, quand vous êtes, par exemple, en train de faire votre activité relaxante le soir, admettons que vous êtes en train de lire un livre, que vous êtes allongé et cetera, eh bien, vous allez avoir les paumes des mains, hem, la plante des pieds et peut-être même donc votre tête, qui vont être assez chaudes, heu, qui vont, heu, qui vont rayonner pas mal de chaleur, tout simplement parce que, eh bien, c'est votre corps qui se rafraîchit, en envoyant cette chaleur donc dans l'air extérieur, pour, rafraîchir, donc le noyau de votre corps. Prendre un bain chaud, dans les dernières heures avant votre coucher, hein, ou une douche chaude, ça va vous permettre en général de mieux vous endormir car cela est relaxant premièrement, mais surtout, car ça stimule, la thermorégulation de votre corps qui va vouloir se refroidir dès que vous, l'aurez, réchauffé avec ce bain ou cette douche, chaude. Tout simplement parce que, enfin, ça paraît un peu contre-intuitif au début, mais c'est tout à fait logique. Lorsque vous allez prendre votre douche ou votre bain chaud, vous allez donc réchauffer, votre corps, par l'exposition à cette chaleur et donc en réponse à ça, votre corps, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va, rayonner cette chaleur vers l'extérieur, ce qui va vous permettre de vous refroidir. Et inversement, si vous prenez un bain glacé ou un bain froid et ou une douche froide, eh bien, le phénomène inverse va se produire. Vous allez refroidir votre corps en surface, enfin, oui, surtout en surface, à part si vous faites un bain, là, peut-être que ça va atteindre le noyau, mais donc vous allez refroidir votre corps et puis en réponse, votre corps va se réchauffer. Donc c'est pour ça qu'il est
intéressant de prendre, voilà, un bain chaud, une douche chaude, mais attention, faut pas que ce soit trop chaud non plus. Enfin, il faut se calmer sur la température, hein. Faut que ce soit raisonnablement chaud, mais faut pas que ça le soit trop, parce que sinon ça risque de perturber votre thermorégulation tout de même. Le 3e point, le troisième outil, c'est la stimulation acoustique. Plusieurs études ont essayé de savoir s'il y avait des bénéfices, pour le sommeil d'une personne si on stimule son cerveau avec une stimulation acoustique. Et en effet, ces études ont montré une amélioration de la quantité de sommeil profond chez les participants. Cependant, selon les conditions, les chercheurs ont découvert qu'il n'y avait pas d'amélioration de la mémoire, ce qui implique que cette amélioration du sommeil profond, elle est en partie inutile pour l'individu, en ce sens qu'elle ne représente pas de bénéfice. Les chercheurs ont donc changé les conditions et se sont rendus compte qu'il fallait stimuler le cerveau pendant une certaine période, puis faire une pause, puis stimuler à nouveau, puis faire une pause, etc. Ça n'est donc pas aussi simple que de simplement stimuler en continu le cerveau et sous ces conditions, les chercheurs ont trouvé qu'il y avait une amélioration de la mémoire, mais cela est très compliqué à mettre en place chez vous, évidemment. Heu, voilà, ça c'est tout un système, qui est assez compliqué, à mettre en place. Surtout qu'en plus, ici, je n'ai pas spécifié, quel type de stimulation acoustique, était, utilisé. Mais qu'en est-il, des machines donc vendues dans le commerce, générant, notamment des bruits blancs? Eh bien, pour l'instant, les données, dont nous disposons sont incomplètes, car certaines études montrent des bénéfices, d'autres exposent des problèmes et d'autres ne trouvent aucun changement. Donc cela, ça enfin, l'exposition, au bruit blanc, utiliser des machines, qui génèrent des bruits blancs, ça peut être potentiellement, bénéfique si vous vivez dans un environnement très bruyant, par exemple comme un centre-ville, en ce sens que cela, vous permet, d'éliminer les bruits extérieurs et donc potentiellement cela favorise votre sommeil. Cependant, il n'y a pas encore assez d'évidence à ce sujet pour en tirer, des conclusions définitives. Le quatrième et dernier outil, d'optimisation avancée de votre sommeil, c'est donc la, manipulation, kinesthésique, ce qui signifie, hein, les mouvements du corps, la position du corps. On le sait tous, pour aider les bébés à s'endormir, nous sommes souvent amenés à les bercer. Eh bien, des études ont essayé de faire ça avec des adultes et il s'avère qu'en faisant osciller très lentement le lit dans lequel dormaient les participants, eh bien, les chercheurs ont trouvé que les personnes s'endormaient plus vite et avaient plus de sommeil profond et même une amélioration de la mémoire de l'ordre de 10%, ce qui n'est tout de même pas négligeable. Après, je vous l'accorde, c'est pas forcément évident de faire un système vous permettant d'être bercé, pendant votre sommeil chez vous. Voilà, ça va être un peu compliqué, ça va vous demander, un peu d'ingénierie, beaucoup de place et puis, ça risque de faire des dégâts, à votre lit, à votre sol, à vos poutres, ou à vos murs, ça dépend comment vous fixez. Donc, voilà. Il semble que ou alors il faut dormir dans un hamac peut-être, mais encore une fois, un hamac dans une maison, c'est un peu compliqué à mettre, même si ça existe. Oui, ceci dit, ça peut exister avec des pieds, mais il faudrait donc une sorte de machine quand même qui vous permette de balancer un tout petit peu le hamac, ce qui est un peu, compliqué à mettre en place. Mais bon, voilà, c'était donc les 4 outils avancés: manipulation électrique, manipulation thermique, stimulation acoustique et manipulation kinesthésique. Concrètement, hormis, la manipulation thermique, les techniques que l'on vient d'aborder, elles restent surtout à des fins d'études pour le moment et sont très complexes, voire quasiment impossibles à mettre en place pour vous au quotidien, à cause notamment
du matériel requis. Voilà, c'est vrai que la manipulation, thermique, c'est pas très compliqué à mettre en place, pour le coup, mais les 3 autres, ça reste assez compliqué. Et donc, comme j'en parlais plus tôt dans cet épisode, nous allons donc aborder l'histoire des siestes. Voilà, puisque on a dit qu'il fallait pas, compenser une mauvaise nuit de sommeil avec une sieste, mais vous pouvez, si vous dormez bien la nuit, eh bien, utiliser les siestes, heu, à votre avantage. La sieste, ça reste quand même une épée à double tranchant. Selon la situation, ça peut être bénéfique, mais d'autres fois, comme on l'a vu plus tôt avec un exemple, pas forcément. Les bénéfices d'une sieste, ça peut être des effets bénéfiques sur la mémoire, sur les émotions, notamment, puisque, on a des participants d'une étude, qui, jugeaient des visages en colère moins négativement, avec, la présence d'une sieste dans leur journée, enfin, après avoir fait une sieste, que, ceux qui n'avaient pas fait, de sieste. Et ça marche aussi dans l'autre sens puisque ces mêmes participants ayant fait la sieste, ils notaient donc et jugeaient, plus positivement des visages qui étaient heureux que ceux qui n'avaient pas dormi. Donc ça marche dans les 2 sens. Concrètement, si, voilà, un des bénéfices potentiels de la sieste, c'est, un effet bénéfique sur votre, santé, émotionnelle, sur votre gestion des émotions, voilà. Les émotions plutôt négatives, vous allez les percevoir moins négativement et vous allez potentiellement percevoir un peu plus positivement les émotions positives, ce qui est toujours sympathique. Maintenant, on va aborder quand même, des problèmes parce que bien sûr, la vie n'est jamais simple et le problème, c'est qu'une sieste, comme je l'ai dit, ça réduit la pression du sommeil. En effet, lorsque vous êtes éveillé durant, toute la journée, votre taux de fatigue, il va graduellement augmenter jusqu'à atteindre son maximum, à votre heure de coucher afin que vous ayez envie de dormir, comme nous en avons donc discuté plus tôt, avec le rôle de, certaines hormones et notamment l'adénosine. Cela reviendrait un peu à ouvrir, donc faire une sieste reviendrait un peu à ouvrir la valve de pression d'une cocotte minute et si vous avez des problèmes de sommeil et que vous faites des insomnies, vous feriez mieux d'éviter de faire des siestes car sinon vous allez juste, vous assurer une nouvelle insomnie, la nuit suivante car, vous aurez tout simplement, enlevé une partie de cette bonne fatigue qui s'accumule tout au long de la journée et vous risquez de rentrer donc dans un cercle vicieux d'insomnie. Pour ceux qui peuvent faire une sieste sans que cela ne perturbe leur sommeil, encore une fois, il faut expérimenter. C'est bien pour vous, bien sûr, et vous pouvez continuer si vous le souhaitez, mais faites tout de même attention à ne pas, faire cette sieste trop tard dans la journée. Essayez de la faire avant, 15 heures, si possible, car faire une sieste trop tard dans la journée implique qu'elle est trop proche, de votre, heure de coucher et de votre nuit de sommeil et que cela risque tout simplement de perturber votre sommeil. C'est un peu l'équivalent de prendre un snack, avant de manger son repas principal de la journée. Vous n'aurez plus tant faim à l'heure de passer à table, si vous avez déjà mangé quelque chose avant. Donc là, c'est pareil avec, la sieste et votre sommeil. Ensuite, pour les personnes souhaitant faire des siestes pour des raisons de mémoire, d'énergie, de concentration et cetera, l'idéal, c'est de faire une sieste d'une durée de 20 minutes, car cela vous permet d'éviter l'inertie du sommeil, inertie du sommeil qui vous rend, somnolent à votre réveil et qui fait que certaines personnes disent qu'elles se sentent encore moins bien après une sieste de 45 minutes, 1 heure, qu'avant d'avoir fait cette sieste.
Cela, c'est dû en partie au cycle de 90 minutes de sommeil, dont on a parlé, au tout début de cette série d'épisodes, dans le tout premier épisode. On a parlé de ces cycles de sommeil. Voilà, donc l'inertie du sommeil, elle est liée à ces cycles-là et donc pour, la mémoire, l'énergie, la concentration et d'autres choses, une sieste de 20 minutes avant 15 heures, c'est pas mal. Cependant, si vous faites la sieste pendant plus de 20 minutes, mais pendant moins de 90 minutes, vous aurez des bénéfices encore meilleurs et qui dureront plus longtemps. Néanmoins, il y a un compromis à cela. Vous allez avoir des bénéfices, oui, mais la première heure à peu près, après votre réveil, vous risquez de fonctionner peut-être encore moins bien qu'avant votre sieste. Mais si vous êtes suffisamment patient, les récompenses cognitives et physiques de l'autre côté seront significativement, meilleures. Heu, Après, il y a enfin, pour atteindre ça, je sais pas, je pense qu'il n'y a pas que les siestes et notamment, je pense qu'un NSDR, un Non-Sleep Depressed, je pense que ça peut aider. Ça a été prouvé, par, beaucoup d'études, comme quoi ça a marché et on va certainement en parler dans la suite, de cet épisode, de ces états, liminaux, comme, ceux qui sont provoqués par un NSDR. Si vous voulez d'ailleurs un protocole, de NSDR en français, il y en a un disponible sur la chaîne. Dans la playlist, du podcast des 4 piliers, c'est le tout premier épisode. Elle fait 23-24 minutes, il me semble, heu, la vidéo. Enfin, si vous n'êtes pas quelqu'un, qui a besoin de faire une sieste, vous n'êtes pas obligé d'en faire. Mais si vous souhaitez quand même essayer, la meilleure façon de procéder, est en imitant la nuit aussi bien que vous le pouvez. Je m'explique. Éteignez les lumières, fermez les volets, tirez les rideaux occultants s'il y en a, ou bien mettez un masque pour les yeux. Mettez des bouchons d'oreilles pour bloquer, et limiter les sons et faites en sorte de vous allonger sans chaussures et en vous couvrant d'un drap ou du moins de quelque chose jouant le rôle d'un drap afin de pouvoir en quelque sorte manipuler votre cerveau et vraiment lui faire croire qu'il est temps de dormir. Enfin, mettez une alarme en place sur votre téléphone pour éviter de dormir trop longtemps et essayez de faire cette sieste lors, par exemple, de votre période d'hypoglycémie postprandiale. L'hypoglycémie postprandiale, hein, c'est le fameux crash de l'après-midi euh, que tout le monde expérimente, généralement entre 13 heures et 16 heures. Et ce, peu importe ce que vous avez mangé, même si certains types de nourriture peuvent euh, eh bien, aggraver le phénomène, le rendant plus intense ou plus long, ou les deux en même temps. Mais globalement, tout le monde a cette hypoglycémie postprandiale, en général entre 13 heures et 16 heures. Des fois, vous allez faire une sieste, et vous n'aurez aucun mal à vous endormir. En revanche, vous aurez un sommeil plus léger et vous aurez tendance à vous réveiller plus souvent et vous aurez des difficultés pour vous rendormir à cause, encore une fois, de la pression du sommeil que vous aurez enlevé avec la sieste. Si vous constatez ce schéma, se mettre en place chez vous, essayez de faire votre sieste plus tôt en expérimentant différents horaires et en observant l'impact que cela a sur votre sommeil la nuit suivante. Et pour être sûr que cela n'est pas un effet placebo, une fois que vous avez trouvé un horaire plus tôt que celui que vous utilisiez, qui ne semble pas perturber votre sommeil, gardez-le pendant environ 2 semaines, puis revenez à l'ancien horaire pour vraiment être convaincu qu'il posait vraiment un problème et qu'il y a pas, que c'est pas vos pensées qui vous font, enfin ce que vous pensez être vrai qui vous joue un tour, hein, le fameux effet placebo. Pour les personnes plus âgées, c'est-à-dire ayant 65 ans ou plus, de nombreuses études ont montré que faire une sieste pouvait être
plus néfaste que bénéfique pour la santé et la longévité de ces personnes, car à cet âge, cela reflète un problème lors de la nuit et donc ces personnes dorment moins bien, et cela impacte grandement leur longévité. En effet, avec l'âge, la qualité de votre sommeil diminue, ça vous le savez. Votre sommeil, il est plus fragmenté et vous avez de moins en moins de sommeil profond et réparateur durant vos nuits. Et c'est cette mauvaise qualité du sommeil, qui cause au final les problèmes, de maladie, et les risques plus importants d'en contracter, et donc impactant ultimement votre longévité au final. Une question, toute simple maintenant, existe-t-il d'autres méthodes donnant des bénéfices similaires sans pour autant faire une sieste? Ce dont je parlais donc tout à l'heure. Et c'était donc les états liminaux, qui sont donc des états qui sont similaires au sommeil sans que vous soyez entièrement endormi. Heu, donc vous êtes éveillé et vous n'avez pas un sommeil global, mais plutôt un sommeil local. Seules certaines parties de votre corps et de votre cerveau vont se mettre dans un état que l'on pourrait assimiler à du sommeil pendant de courtes périodes. Exemple, le NSDR comme j'en ai parlé ou encore, le yoga nidra. Donc ces états, liminaux potentiellement, ils peuvent vous permettre donc d'obtenir les mêmes bénéfices qu'avec une sieste, mais sans pour autant faire une sieste, sans pour autant être endormi. La dernière, section de ce deuxième épisode sur, eh bien, la compréhension et l'optimisation de votre sommeil, eh bien, ça va porter sur la caféine puisque, je sais que nous sommes dans un pays, la France bien sûr, où, bon nombre de, personnes consomment du café, mais, la plupart des gens ne le consomment pas de la bonne manière. Heu, Personnellement, je n'en consomme pas. Je ne consomme que de l'eau, mais la caféine, voilà, si vous avez besoin d'un café et la caféine ne se trouve pas que dans du café, ça se peut se trouver dans du thé ou dans d'autres boissons, caféinées. Mais globalement, la caféine, elle arrive entre guillemets à vous enlever la fatigue, car elle vient, comme je l'ai dit, au début de l'épisode, elle vient se loger sur les mêmes récepteurs que l'hormone qui s'accumule au fur et à mesure de votre journée et qui vous donne la bonne fatigue dont nous avons déjà discuté auparavant, hormone donc qui s'appelle l'adénosine. Ce faisant, la caféine, elle bloque l'action de ces récepteurs et par conséquent, vous ne ressentez plus la fatigue. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que quand vous buvez du café, vous ne vous sentez plus fatigué, du moins au début. Cependant, cela n'empêche pas que l'adénosine continue de s'accumuler et donc, une fois qu'il n'y a plus de caféine sur les récepteurs, vous avez un crash et vous êtes obligé de prendre encore plus de caféine pour pallier ce crash et revenir au niveau de fonctionnement d'avant le crash. Donc ça, c'est, un des problèmes, majeurs, hein, donc de la caféine et concernant la sieste et la caféine, des personnes très intelligentes se sont demandé s'il était possible d'obtenir les bénéfices d'une sieste de 20 minutes tout en évitant l'inertie du sommeil au réveil. Et il s'avère que si juste avant de vous coucher pour votre sieste, vous prenez par exemple un café, comme le temps que la caféine agisse est de l'ordre de 17-18 minutes, vous n'aurez aucun problème à vous endormir parce qu'elle n'aura pas encore commencé à agir. Et lorsque vous vous réveillerez, la concentration de caféine dans votre corps sera élevée et par conséquent, vous ne serez pas somnolent à votre réveil. Donc, si faire une sieste et boire du café sont dans vos habitudes, vous pouvez aussi essayer cette méthode, surtout si vous ressentez cette inertie du sommeil quand vous vous réveillez de votre sieste, notamment.
Donc ça peut être une méthode, très intéressante, pour les personnes qui donc consomment de la caféine, qui font des siestes et qui se rendent compte qu'elles ont quand même un peu d'inertie du sommeil au réveil de leur sieste et que donc potentiellement ça peut être intéressant de mixer un peu les 2. Puis tout comme prendre de la caféine juste avant sa sieste semble avoir des bénéfices, exposer ses mains et son visage au froid et prendre la lumière du soleil dans les yeux pendant 5-10 minutes directement après la sieste semble avoir aussi des bénéfices pour la mémoire, les niveaux d'énergie, de concentration et en plus, les effets s'additionnent entre eux et avec ceux intrinsèques déjà liés à la sieste. Donc ça aussi, c'est pas mal si vous voulez encore plus améliorer votre mémoire, vos niveaux d'énergie, vos niveaux de concentration, en plus de simplement faire une sieste. Exposer ses mains et son visage au froid et pendant 5-10 minutes après votre sieste, aller dehors et vous exposer à la lumière du soleil, ça peut grandement vous aider. Une des grandes, grandes, grandes erreurs, une des choses que la plupart des gens font quand ils boivent notamment du café, c'est qu'ils le boivent dès leur réveil, hein. La plupart des gens se lèvent, vont déjeuner et prennent leur café à ce moment-là. Mais le fait de repousser votre prise de caféine à 90 minutes après votre réveil vous permet de connaître la qualité du sommeil que vous avez eu la nuit d'avant, en ce sens qu'après les 90 premières minutes, pardon, après votre réveil, vous ne serez plus dans la phase d'inertie du sommeil et par conséquent, si vous n'arrivez pas à fonctionner normalement et que vous vous sentez toujours fatigué et non reposé, c'est peut-être qu'il y a un problème avec votre sommeil. Problème que vous masquez si vous prenez de la caféine dès votre réveil. Puisque, étant donné que la caféine, comme on l'a vu, elle va agir entre 17 et 18 minutes après que vous l'ayez pris, sachant que vous allez enfin, la plupart des gens la prennent dans les 15-20 premières minutes de leur journée, eh bien, ça veut dire que vous ne pouvez pas connaître la véritable qualité de votre sommeil. Et si au bout d'une heure et demie, sans prendre de caféine après votre réveil, vous pouvez fonctionner normalement, tout va bien. Si vous voulez prendre un café, prenez-en un si vous aimez ça. Mais si par contre, au bout d'1 h 30 après votre réveil, vous ne vous sentez toujours pas, enfin vous ne vous sentez pas reposé, que vous vous sentez fatigué, et cetera, c'est peut-être que, la qualité de votre sommeil n'est pas bonne et qu'il y a un problème à potentiellement, trouver et régler pour pouvoir, eh bien, mieux dormir et vous sentir, plus en vie et mieux, tout simplement. De plus, la caféine peut être bénéfique pour la santé et notamment le café, car il contient notamment des antioxydants. Antioxydants, que nous avons du mal à obtenir avec notre régime alimentaire moderne et qui sont bénéfiques pour notre corps. Donc, vous pouvez consommer de la caféine si vous le souhaitez, mais soyez simplement vigilant sur les doses que vous prenez chaque jour, 3 tasses maximum, et faites attention aussi au timing de vos boissons caféinées. Donc, 90 minutes après votre réveil pour la première et la dernière dose entre 10 heures et 12 heures avant votre heure de coucher. Ce second épisode sur l'optimisation, et la compréhension de votre sommeil touche à sa fin. Merci beaucoup, de l'avoir suivi. Comme d'habitude, voilà, c'était une bonne série. On en a eu, pour presque 2 heures au total, avec les 2 épisodes. Voilà, c'est, très intéressant de toujours, comprendre son sommeil, comprendre les mécanismes et de
d'essayer de l'optimiser. Encore une fois, je vous remercie, d'avoir écouté cet épisode du podcast des 4 piliers. Je vous remercie pour votre intérêt dans la science, dans la santé, et puis, je vous remercie pour votre temps et pour votre attention. Et comme d'habitude, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain à 18 h pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers et je vous souhaite une excellente journée.